Bonjour à tous. On va démarrer notre première session avec une communication de Jonathan Fuoco. Tu veux qu'on se présente nous ? Oui. Donc, nous sommes les trois organisatrices de ce colloque sur la figure du rebelle. Annabelle Oduro, enseignante en littérature et directrice du département de lettres modernes de la faculté qui s'appelle la Flash, ici, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Danielle André, qui est maître de conférence en LEA Amérique, et directrice du master LEA Amérique. Et Elodie Chazalon, maître de conférence en études anglaises et américaines à l'Université de La Rochelle et directrice du département de technique de commercialisation. Donc, ce colloque, en fait, est le colloque annuel du CERLI, Centre d'études et de recherche sur les littératures d'imaginaire. Et donc, nous remercions aussi le CERLI, le CRHIA, qui est le Centre de recherche en histoire internationale et atlantique, la Flash et le département de lettres, qui nous ont permis en fait d'organiser ce colloque. Voilà. Donc on salue aussi les deux étudiantes qui ont réalisé l'affiche du colloque qui est projetée derrière vous, donc Mélissa et Mina qui sont là devant. Qu'on voit quand même. Bah si, parce que vraiment. Si vous avez fait un beau travail, tout le monde a salué tout le monde a salué votre affiche. Donc merci. Et nous vous prions d'excuser en fait les responsables justement des différentes instances qui nous ont aidés parce qu'ils étaient indisponibles pour diverses raisons. Soit ils étaient malades, malheureusement, soit en fait ils étaient en déplacement à l'étranger, soit ils ont cours, ce qui peut être un petit peu bizarre. Donc voilà. Et nous allons commencer tout de suite en fait avec la première intervention. Annabelle. Alors, donc, Jonathan Fuoco, Robin des Bois, noble voleur ou voleur des nobles. Je vérifie si le micro, si tout le monde m'entend, oui, c'est bon. Alors, je m'excuse par avance pour la voix un peu étrange et les éventuelles sorties de mouchoirs ou quinte dessous, mais c'est la saison qui veut ça. Donc, Robin des Bois, noble voleur, voleur des nobles, on va voir, c'est une question qui se pose quand on s'intéresse un peu à l'évolution du mythe dans l'histoire. Alors, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire des luttes de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurande et compagnons, en un mot, oppresseurs et opprimés. En opposition constante, on menait une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours ou par une transformation révolutionnaire de la société tout entière ou par la destruction des deux classes en lutte. Alors, c'est par ces mots que s'ouvre le manifeste du Parti communiste, coécrit par Karl Marx et Friedrich Engels en 1848. Et c'est également de cette façon que je tenais à ouvrir cette communication et de fait ce colloque. En ce 50e anniversaire de mai 68, il nous est plus que jamais évident que cette lutte des classes reste omniprésente, que ce soit dans les littératures de l'imaginaire ou dans le monde dans lequel nous vivons. Si les barons et les serfs du régime féodal ont disparu, c'est parce qu'ils ont été remplacés par nouvelles générations d'oppresseurs et d'opprimés, opposés par des écarts de richesse et pouvoir toujours plus ou moins importants. Alors moi, cette guerre constante n'a pas eu comme unique champ de bataille la rue et comme les moyens de défense les pierres, la pavant. La plage évoquée par les slogans de mai 68 n'était pas une simple allusion au sable servant de base à la construction des rues parisiennes, elle était une image, censée éveiller en tous le désir d'un avenir commun, paradisiaque, une invitation à se réfugier loin du non-sens et de ces luttes intemporelles. Plus important encore, elle est une indication de la place de l'imaginaire dans toute contestation. Un imaginaire libérateur, oui, mais souvent politisé. Donc l'une des plus importantes figures de contestation sociale présentes dans notre imaginaire est sans conteste Robin des Bois. Alors, ayant dès le Moyen-Âge navigué dans cette zone d'ombre qui sépare le mythe de la réalité, son nom est très vite devenu synonyme pour toute une classe sociale de résistance, aussi bien au pouvoir régalien qu'au diktat des autorités religieuses. Ce que cette communication se propose d'étudier, en fait, c'est justement cette évolution de la figure de Robin des Bois. Car après avoir été le héros OS-AUT d'une population en proie aux abus et extorsions du pouvoir en place, Robin fut progressivement récupéré par la noblesse et l'aristocratie, par le biais d'un anoblissement du personnage dans les nouvelles itérations de la légende,
Car l'importance de Robin des Bois réside dans le fait qu'il était, à ses débuts, une production culturelle intimement liée à cette perception marxiste de lutte de classe. Dans les mots, Jean-Paul Sartre précise que la culture, je cite, « ne sauve rien ni personne, elle ne justifie pas. Mais c'est un produit de l'homme. Il s'y projette, s'y reconnaît, seul ce miroir critique lui offre son image. Briser physiquement une population ne suffit pas à la priver de ses rêves d'émancipation. Pour dompter de telles velléités, il faut cibler l'imaginaire même des esprits rebelles. » Robin des Bois, donc, vole aux riches pour donner aux pauvres. Ça a toujours plus ou moins été son programme politique. Et en établissant clairement une dichotomie entre les riches d'un côté, détenteurs des richesses, et les pauvres spoliés de l'autre, il s'inscrit sans conteste dans une définition marxiste de la lutte des classes. Alors c'est bien cette question de classe qui est centrale dans les premières itérations de la légende. Orale d'abord, puis écrite ensuite. Car Robin n'a alors rien du noble voleur, il ne fait pas partie de la noblesse ou de l'aristocratie, et le genre poétique même, ayant fait sa renommée, au Moyen-Âge, était propre à sa classe, dont il se fait le porte-étendard. Robin des Bois est un yeoman, sorte de classe paysanne intermédiaire, proche de l'alletier français, cultivant ses propres terres et qui devient même au cours du XIVe siècle une classe militaire, troisième en rang après les chevaliers et les écuyers. Connus pour leur maniement de l'arc, ce sont notamment les yeomen qui ont mis à mal l'armée française durant la bataille d'Azincourt grâce à l'arquelon anglais. Donc on voit il y a déjà une première connexion entre les attributs de Robin des Bois et sa classe sociale, dès le début. Et si Robin est un yeoman, il en va de même pour le genre littéraire qui a mis en scène ses premières aventures. L'habitude a longtemps été prise de définir de manière systématique les poèmes médiévaux de Robin des Bois comme des ballades, ce qu'on doit en partie à l'anthologie de Francis James Child, English and Scottish Popular Ballads, qui ont publié ces premiers textes. Or, ces récits ont longtemps appartenu à une culture orale avant d'accéder à l'écrit. Il semble désormais douteux qu'ils aient été chantés d'une façon ou d'une autre, comme peuvent l'être les ballades. Il est beaucoup plus probable qu'ils aient appartenu à une tradition poétique yeoman, et qu'ils aient été dès lors composés par des artistes itinérants, des ménestrels itinérants. On ne sait pas grand-chose sur les pratiques médiévales de ces ménestrels-là, mais les récits écrits les plus anciens dont nous disposons indiquent qu'ils faisaient appel plus à la générosité des yeomen auxquels ils s'adressaient plutôt qu'à la noblesse. Donc ils ne s'adressaient pas à la cour du tout, mais plutôt au peuple directement. Le narrateur, d'ailleurs, d'un des textes, intitulé « Robin des Bois et le potier », débute et achève son récit par une référence directe à la classe sociale de son public. Je cite « Écoutez-moi mes bons yeomen », c'est la façon dont s'ouvre le poème, et il se conclut par « Puisse Dieu avoir pitié de l'âme de Robin et sauver tous les bons yeomen ». Plus important encore, ce lien fort avec sa classe fait de Robin un homme libre. Ce n'est pas un serf labourant ses terres, labourant les terres d'un seigneur, mais c'est un petit paysan indépendant. La geste de Robin des Bois, le premier récit écrit de la légende, affiche très clairement l'appartenance de Robin et de ses joyeux compagnons à cette classe-là. Dans la toute première strophe du poème, le narrateur nous dit, je cite, « Écoutez-moi bien, gentilhomme, vous qui avez du sang d'homme libre, je vais vous parler d'un bon yeoman, son nom était Robin des Bois. » Le narrateur s'adresse directement à ces hommes libres que sont les yeomen composant son public et associe donc Robin à cette classe, encore une fois, mais il n'est pas le seul. La réputation de ce hors-la-loi dépasse évidemment les frontières de Barnesdale, qui est le premier refuge forestier de Robin avant de devenir Sherwood. Et dans la geste de Robin des Bois, donc, lorsque Petit Jean rencontre un chevalier sur la route, il lui demande de venir voir son maître, ce qui donne lieu à cet échange, je cite, « Qui est ton maître ?» demanda le chevalier. « Robin des Bois, répondit Jean. « C'est un bon yeoman, dit le chevalier, dont j'ai entendu grand bien. » Donc après avoir accueilli et nourri le chevalier, Robin n'en oublie pas pour autant sa position et celle de son invité, et il lui demande de sortir sa bourse avant de partir. Je cite, « Cela me paraît juste, il n'a jamais été coutume, par Dieu digne et grand, qu'un yeoman paie pour un chevalier. » Robin est donc fier de sa classe sociale et semble chérir plus que tout la liberté qu'elle lui confère. Cette liberté, face au régime féodal, est de fait accentuée par son statut de hors-la-loi. Car Robin et ses joyeux compagnons vivent en dehors des normes de la société. Ils ne répondent plus aux exigences des puissants que par la violence et le vol. Et bien que les plus anciennes versions de la légende montrent un Robin n'hésitant pas à tuer froidement ses ennemis,
Il reste un représentant de la loi naturelle. Cette loi véritable dont Cicéron nous dit qu'elle est, je cite, conforme à la nature, universelle, immuable, éternelle, dont les ordres invitent au devoir, dont les prohibitions éloignent du mal. Cette loi ne saurait être contredite par une autre, ni rapportée en quelques parties, ni abrogée tout entière. Ni le Sénat, ni le peuple ne peuvent nous délier de l'obéissance à cette loi. Les joyeux compagnons ont beau agir en dehors de la loi civile, donc ils respectent toutefois une certaine forme de moralité et agissent en vertu de codes bien établis. Dans la geste de Robin des Bois, toujours, Robin donne des consignes assez claires à ses hommes alors qu'ils s'apprêtent à partir en quête d'aventure. Il leur explique, je cite, « Veillez à jamais nuire un petit paysan qui laboure la terre avec sa charrue. Vous ne toucherez pas non plus au bon yeoman marchant dans les forêts des vertes forêts, ni au chevalier ou à l'écuyer qui se montrera bon compagnon. » On le voit, Robin s'oppose en défenseur des paysans et des yeomen. Personne ne doit leur faire de mal, mais il n'encourage pas pour autant des actes de violence injustifiés. Qu'un chevalier ou un écuyer soit mon bon compagnon, il le dit, et il sera traité avec honneur. Qu'il aide un yeoman dans le besoin, et il aura en Robin un ami indéfectible. Ah, si, c'est revenu. Donc, oui, il aura un ami indéfectible. Robin, d'ailleurs, le dit, « Tout homme aidant un bon yeoman sera mon ami ». Si, lorsque le chevalier qui l'invite à payer pour sa nourriture s'avère complètement fauché et dans le besoin, Robin s'empresse de lui ouvrir ses coffres et de lui donner de quoi récupérer ses terres. Il lui prête la somme considérable au Moyen-Âge de 400 livres sterling, prenant la Vierge Marie comme garant, et ainsi qu'une nouvelle livrée, un cheval, une selle neuve, et lui dit avant de partir, ce serait une grande honte qu'un chevalier voyage seul, sans écuyer, yeoman ou page marchant à ses côtés. Je mets à votre disposition petit Jean, mon homme, il sera votre serviteur. En revanche, s'il peut s'avérer bon et généreux avec les plus démunis, il se montre assez intransigeant avec ses ennemis, à savoir les autorités ecclésiastiques et civiles. Et je le cite encore une fois, vous frapperez et ligoterez ces évêques et ces archevêques, et gardez bien en mémoire le grand shérif de Nottingham. La forêt, donc, devient le royaume dans lequel Robin et ses joyeux compagnons vivent en dehors de la loi humaine et civile, mais défendant cette loi naturelle. Or, ce n'est pas une forêt distante, perdue. Cette forêt, donc je l'ai dit, Barnesdale d'abord, puis Sherwood ensuite, est un endroit où se cacher des autorités. C'est un lieu de refuge, un endroit où fuir les normes sociales. Elle permet la mise en place d'une structure sociale utopique dans laquelle l'équité est de mise, une équité entre Robin et ses compagnons, qui n'est évidemment pas possible dans une société aussi fortement hiérarchisée que la société féodale. Les faits et gestes de Robin des Bois représentaient par conséquent pour la population une représentation de cette liberté, une possibilité de justice, un rééquilibre des rapports de force sociaux par le vol et la violence. Ce que montre Robin des Bois, ce qu'il exemplifie clairement pour ceux dont il est le héros, c'est l'idée que l'on peut se sortir d'une situation devenue insupportable par la rébellion. Robin représente donc une possibilité de révolte pour cette classe sociale-là. Robin donc a longtemps été un héros pour les classes populaires, mais sa lutte ne s'est pas toujours déroulée dans les confins de l'imaginaire. Il a inspiré, au fil des siècles, d'authentiques contestations sociales. La toute première référence écrite à Robin des Bois qu'on a nous vient de William Langland, qui fait dire à un de ses personnages dans Piers Plowman, je cite, « Même si je devais mourir aujourd'hui, dit-il, je ne pourrais ouvrir les yeux. Je ne connais pas correctement mon pater noster, tel que le psalmodie le prêtre, mais je connais les rimes de Robin des Bois et de Randolph, comte de Chester. » Alors, on est alors en 1377, c'est la première référence écrite qu'on a de Robin des Bois, et on voit qu'il est déjà ancré dans le patrimoine culturel anglais. Si cette première référence est intéressante d'un point de vue historique, elle est plus encore parce qu'elle sous-entend. Robin est associé au peuple et se distancie déjà des autorités ecclésiastiques. La remarque du personnage de Langland n'est d'ailleurs pas anecdotique et fait écho à ce que nota un frère franciscain entre 1405 et 1410 dans Dives and Pauper, un commentaire théologique sur les 10 commandements. Le frère blâme dans ses écrits les membres du peuple préférant entendre, je le cite, un conte ou un chant de Robin des Bois ou de quelques paillardises plutôt que d'écouter la messe ou les matines. Que ce soit par le biais de la fiction, donc dans Piers Plowman, ou de commentaires religieux, la figure de Robin se pose en sésame, permettant à la population de s'échapper, symboliquement au moins,
ne serait-ce que grâce à l'imaginaire de ce hors-la-loi. Robin étant avant tout un redoutable hors-la-loi, on l'a dit, son nom a commencé, au fur et à mesure, à être de plus en plus cité dans le domaine juridique. Un procès tenu en 1429 en Angleterre, par exemple, précise que, je cite les archives, Robin des Bois était à Barnesdale en parlant d'un criminel. Tandis que 10 ans plus tard, une pétition présentée au Parlement anglais fait état des méfaits d'un certain Piers Venables du Derbyshire, un criminel s'étant entouré d'un groupe de compagnons qui, une fois leur forfait accompli, je cite encore l'acte du Parlement, allèrent dans les bois de ce comté comme s'ils avaient été Robin des Bois et ses hommes. Pire encore du point de vue des classes dominantes, Robin des Bois inspirait les brigands en tout genre à suivre son exemple ou à invoquer son aura en empruntant son nom et celui de ses compagnons. Guy Fawkes et ses complices, qui ont tenté de faire exploser le Parlement anglais en présence du roi le 5 novembre 1605, ont notamment été qualifiés par Sir Robert Cecil, qui a découvert et révélé le complot de groupes de Robin des Bois. Tandis que d'autres criminels ont, quant à eux, volontairement emprunté des pseudonymes tirés de la légende, comme ça a été le cas de Robert Stafford, alias Frère Tuck, en 1417, ou bien de Robert Marshall, un autre criminel, en 1497, qui, lui, à ce qui le concerne, ouvertement pris le pseudonyme de Robin des Bois. Donc, sans pour autant mener la population à une véritable révolte, Robin a couvert de son ombre durant des siècles le moindre acte de contestation sociale possible en Angleterre. Comprend donc l'importance grandissante d'une récupération politique du mythe par les classes supérieures. Mettre à mal une population quelconque en l'opprimant physiquement est une chose, mais s'attaquer à sa langue et ses mythes revient à détruire son identité. La récupération de Robin fut donc progressive, mais elle n'a pas empêché le personnage de rester très populaire dans la culture orale des fêtes de mai notamment, comme le prouve le serment prononcé le 12 avril 1549 par l'évêque Hugh Latimer, qui se plaint en présence du roi Édouard VI de ne pas pouvoir prêcher dans certains villages où on lui affirme, je cite, « Messire, nous sommes très occupés aujourd'hui et nous ne pouvons pas vous écouter. C'est le jour de Robin des Bois. » Le passage à l'écrit, finalement, des aventures de Robin des Bois avec la geste de Robin des Bois, qui est le plus long poème qu'on a, représente la première phase d'appropriation médiatique de cette figure légendaire. Alors que sa légende se développait de bouche à oreille, Robin échappait à tout contrôle documentaire et conservait des traits suffisamment changeants pour s'adapter à toutes les situations. C'est un peu la force du mythe. Une fois fixé sur papier, il commence à évoluer et à gagner en popularité hors de sa classe d'origine, une classe souvent incapable de lire ses nouvelles aventures. Au cours du XVe siècle, plusieurs chroniqueurs, notamment en Écosse, se sont emparés du personnage et ont tenté de définir avec un peu plus de précision ses origines historiques. Walter Bower écrit dans les années 1440 que c'est en 1266 que s'éleva, je le cite, le plus célèbre meurtrier, Robert Hood, ainsi que Petit-Jean et tous leurs complices dépossédés et bannis, que le peuple stupide aime démesurément célébrer dans des tragédies et des comédies. Donc Bower propose ici une description assez violente, non seulement des méfaits de Robin et de ses compagnons, ces dépossédés et bannis, mais surtout du peuple même louant leurs exploits. C'est la première fois que la stupidité des classes populaires est mise en avant pour expliquer l'attachement des gens, de la population, à Robin des Bois. Il n'a pas fallu attendre longtemps d'ailleurs pour qu'on trouve un intérêt à exploiter l'idiotisme campagnard en instrumentalisant Robin. Après avoir été tout d'abord médiatisé par l'écrit, il a subi une nouvelle évolution qui a radicalement transformé le mythe. Sous l'ère Tudor, Robin est anobli. Le yeoman des origines acquiert non seulement un nouveau titre, mais une identité civile, et sort de l'ombre sous les traits de Robert de Locksley, comte de Huntington. On doit cette évolution à la plume d'Anthony Munday, qui écrit 2 pièces intitulées « La chute et la mort de Robert, comte de Huntington » en 1598 et 1599. Robin est alors un noble, injustement traité par le prince Jean sans Terre, l'usurpateur, et qui se voit contraint de mener une vie de hors-la-loi pour lutter contre Jean, jusqu'au retour de croisade de Richard Cœur de Lion. On connaît tous cette histoire. Robin est évidemment félicité par le roi à son retour de croisade pour sa lutte acharnée contre Jean. Alors, on connaît cette version de la légende dans la mesure où elle est devenue, dans un sens, l'arc narratif même du mythe. Quel que soit le médium mettant en scène Robin des Bois, roman, bande dessinée, série télévisée ou film, c'est ce récit-là
qui est depuis Anthony Munday adapté. Alors c'est une évolution du matériau mythologique de base qui change complètement le rôle de Robin. Autrefois yeoman, hors la loi, inspirant la contestation sociale, dans l'imaginaire de toute une classe, il devient un défenseur de l'ordre établi. Il lutte contre le prince Jean pour défendre le pouvoir régalien de Richard. On aura vu quand même plus radical comme figure de révolution. Bien entendu, le rôle de Robin, le Robin des Bois des origines, n'a jamais eu la prétention de renverser l'ordre établi. Mais il apportait un semblant de justice à l'échelle locale au moins. Les ennemis de Robin, comme il le précise clairement dans la geste, ont toujours été les membres du clergé et le shérif de Nottingham. En d'autres termes, les personnes à l'origine de la taxation excessive, spoliant les paysans et yeomen de leurs richesses. Sous la plume de Munday, il continue de voler aux riches pour donner aux pauvres, mais uniquement dans la mesure où ça va nuire au prince Jean. Donc on a déjà une première transformation assez importante. C'est ensuite dans le Ivanhoe de Sir Walter Scott qu'on a une nouvelle évolution de Robin des Bois, publiée donc en 1819. Et là, Robin montre un nouveau visage, aux traits encore plus déformés. Scott, donc on est sous l'ère victorienne, on est passé du romantisme avec Anthony Munday à l'ère victorienne. Scott fait de Robin des Bois un personnage secondaire dans son roman, certes, mais il le transforme en défenseur d'une cause ethnique, le faisant représentant d'une certaine forme d'anglo-saxonisme. Scott était assez intéressé, on va le dire, par l'idée de préservation de nation britannique et fait de Robin un héros national, un Anglais, qui aide les Normands et les Anglo-Saxons à préserver le maintien et l'unité de la nation anglaise. Donc, le yeoman, défenseur d'une justice locale, après être devenu comte, se fait héros nationaliste. Donc on voit qu'il y a une évolution qui est quand même pas forcément qui ne correspond pas forcément à l'archétype même des origines. Cette transformation progressive de Robin, au fil des siècles, a forcément politisé le mythe, de façon à l'écarter de ses origines populaires. Il continue à voler aux riches pour donner aux pauvres, mais comme le note justement James Meek, je le cite, « Je ne peux plus être sûr que mon Robin des Bois est votre Robin des Bois, que mes riches et pauvres sont vos riches et pauvres. » Le développement des cités et la subordination des campagnes et forêts à la ville a subordonné les pays agricoles aux pays industriels et financiers. Cette centralisation et concentration des populations et des richesses a provoqué une centralisation politique et mythologique. La forêt a laissé place à une jungle urbaine dans laquelle Robin des Bois a été récupéré par les élites financières et les conservateurs. Stephen Knight, qui est un peu le grand dieu des académiciens travaillant sur Robin des Bois, nous rappelle d'ailleurs assez récemment dans un reportage diffusé sur Arte que Donald Trump a été perçu par ses soutiens et ses électeurs comme une forme de Robin des Bois. Donc on le voit, il peut se faire très, très conservateur. Tandis que Sean Penn, bizarrement, s'amusait à comparer le narcotrafiquant Joaquín El Chapo Guzmán à, je le cite, un type de Robin des Bois rendant service aux habitants des montagnes du Sinaloa au Mexique. Donc on a un peu une réutilisation du mythe qui commence déjà à dériver sérieusement. Ce qui reste du mythe du hors-la-loi, c'est finalement le principe de redistribution des richesses. Alors c'est précisément ce que les puissants du monde dans lequel nous vivons continuent d'instrumentaliser. Leur version de Robin des Bois est l'antithèse complète de celle des yeoman d'autrefois, puisqu'ils ont inversé les rôles. Les pauvres d'aujourd'hui, qu'ils soient sans emploi, incapables de travailler ou réfugiés politiques, se retrouvent à la place des riches d'autrefois, perçus comme vivant oisivement grâce aux taxes. C'est désormais cette classe sociale populaire qui est accusée de vivre dans l'oisiveté et l'excès grâce aux impôts injustement payés par les plus riches, travaillant dur pour soutenir toute une classe d'assistés. On connaît le discours, on l'a tous entendu. James Meek encore nous précise que dans cette version instrumentalisée du mythe de Robin des Bois, Robin n'est autre que Nigel Farage, Margaret Thatcher, Ronald Reagan. On pourrait ajouter à cette liste Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron. Le mythe médiéval de Robin des Bois consistait en une redistribution des richesses injustement accaparées par une noblesse et une aristocratie oisive, évitant le travail et vivant du travail des classes populaires.
Et là, on le voit, on a un renversement complet du mythe et des rôles de chaque personnage. Après avoir été graduellement d'abord anobli, puis cette fée héros-nationaliste, Robin des Bois peut donc sans mal continuer au XXIe siècle à défendre l'ordre établi et les élites. Alors, est-ce que ça signifie pour autant que l'imaginaire des classes populaires a été définitivement corrompu par cette instrumentalisation du mythe qui s'est quand même étalée sur plusieurs siècles depuis l'ère romantique? À mon avis, la question en fait, qu'on peut se poser, c'est vraiment est-ce que le voleur de nobles, et c'est mon titre, est-ce que le voleur des nobles des origines s'est fait noble voleur? À mon sens, pas totalement. En dépit de son utilisation outrancière par les élites, Robin continue d'être invoqué comme une figure de contestation sociale sur un autre champ de bataille qui est celui de la mondialisation. Et c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans les manifestations. L'aura de Robin des Bois est invoquée notamment sur cette redistribution des richesses qu'on a pu avoir aux États-Unis avec l'idée des 99% et des 1%. Plus important encore, il continue en dépit de ces distorsions de parler aux enfants sous sa forme la plus pure, sous la forme la plus pure du mythe. Le mythe de Robin des Bois, évidemment, ne peut être que politisé. Il est de bien des manières le premier mythe politico-économique auquel on est confronté enfant, si ce n'est le seul. Et il nous inculque en cela l'idée que la rébellion est toujours possible. En dépit de son anoblissement, puis de sa complète récupération par l'élite financière, aimant à se présenter en victime d'une société ne taxant que les riches au profit des classes populaires assistées, Robin des Bois demeure une figure révolutionnaire. Sa légende, sous sa forme la plus pure, la plus simple, continue de s'étendre par le biais de ses différentes adaptations et ne cesse d'inculquer aux enfants au moins l'histoire des luttes de classe et la nature de révolte et de révolution. Ce sont les enfants sages, nous dit Sartre, qui font les révolutionnaires les plus terribles. Ils ne disent rien, ils ne se cachent pas sous la table, ils ne mangent qu'un bonbon à la fois, mais plus tard, ils le font payer cher à la société. Méfiez-vous des enfants sages. Merci. Merci beaucoup, Jonathan, pour votre très intéressante communication. On a oublié de vous présenter. Peut-être que vous pouvez le faire vous-même, ça évitera que je dise des bêtises. Comme vous avez pu vous en rendre compte, donc je suis médiéviste. Je travaille en tant que chercheur à l'Université Grenoble-Alpes. Et en fait, la raison pour laquelle je vous parle de Robin des Bois de cette façon-là, c'est que j'ai traduit et édité, j'ai un petit flyer pour vous montrer, les faits et gestes de Robin des Bois, qui sont en fait les textes inédits qui n'avaient jamais été adaptés, traduits en France. Donc j'ai fait ça l'année dernière. Donc c'est la raison pour laquelle je peux... Ouais, un petit peu, ouais. C'est un peu mon travail ces temps-ci. Ça et une bonne décennie d'obsession pour l'œuvre de Geoffrey Chaucer. Bonjour. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la figure de Robin des Bois est toujours aussi importante par rapport à aujourd'hui la nouvelle technologie, le fait qu'on ait une vision des choses beaucoup plus différente que l'époque? Par rapport à la technologie, donc. Oui. Disons que d'un point de vue technologique, on l'a vu, il y a une première adaptation technologique de Robin des Bois à l'origine qui est par l'écrit. Donc déjà, ça a été une première évolution parce que les premiers textes vraiment publiés de Robin des Bois qu'on a, la geste de Robin des Bois, etc., qui datent du Moyen-Âge, ne sont pas des manuscrits, ce sont des textes imprimés. Donc on est après Gutenberg déjà. Donc on a une première révolution technologique qui se met en place et qui diffuse largement ces textes. La véritable révolution par rapport à Robin des Bois, sa diffusion avec les technologies, ça va être le cinéma, notamment. C'est depuis notamment le début du XXe siècle, on a beaucoup de films qui ont été faits, Douglas Fairbanks notamment, etc. Mais les premiers films d'ailleurs étaient muets en noir et blanc.
Et on a eu de cesse, en fait, Robin des Bois s'est toujours adapté au cinéma. Ça a toujours été un matériau suffisamment intéressant pour être adapté. Et c'est par ce biais-là, en fait, par cette technologie-là, c'est qu'au niveau d'Internet, etc., on n'a pas forcément d'impact. C'est vraiment par l'ordre du média pur, cinéma, télé, roman, réadaptation, qu'on va avoir, que Robin va rester important, en fait. D'accord, merci. Avec les étudiants, en première année, on a écrit une conférence sur Michel Serres sur l'évolution des nouvelles technologies. Je pense que c'était aussi une petite référence. Et Michel Serres prend l'exemple de Robin des Bois pour expliquer que comme Robin des Bois va faire naître un nouveau droit dans la forêt de Sherwood, il faudrait faire naître un nouveau droit qui correspondrait aux nouvelles technologies. Est-ce que vous trouvez que sa comparaison est judicieuse, intéressante par rapport à ce que vous connaissez du personnage? Donc un nouveau droit par rapport aux nouvelles technologies. Oui, c'est une comparaison intéressante. Après, c'est vrai que c'est toujours difficile de parler de droit par rapport à Robin des Bois, parce que le droit en question qu'il instaure à Barnesdale d'abord et Sherwood ensuite, quand on a l'évolution sous l'ère romantique, il change de forêt. Mais finalement, ils vivent dans une société juste égalitaire, mais c'est quand même un groupe assez restreint. Et il n'y a pas vraiment de droit, si ce n'est, comme je le dis, cette loi naturelle, en fait. L'idée, c'est justement de se libérer du droit. Et donc, c'est une comparaison intéressante, mais je ne pense pas qu'en fait, l'image de Robin des Bois soit la meilleure à utiliser pour parler d'instauration d'un droit quelconque, en fait, d'une réglementation. Merci. Vous avez parlé de l'évolution, donc c'est vraiment très intéressant. Et vous avez donc fait en fait allusion à Guy Fawkes. Et justement, la question c'est... alors, je comprends qu'il y a le côté anonyme, mais pourquoi, en fait, finalement, vous dites que l'image de Robin des Bois est toujours l'image quand même de la rébellion, surtout face à la mondialisation. Donc, je sais que c'est une question un peu étrange, mais pourquoi, à votre avis, c'est plutôt Guy Fawkes qui est devenu, en fait, une sorte d'emblème pour le mouvement Anonymous, voilà, plutôt que, finalement, Robin des Bois, qui représente vraiment, en fait, ce soulèvement de la population? Je pense que c'est le côté vraiment explosif de Guy Fawkes qui est intéressant, en fait, pour Anonymous. C'est-à-dire que Robin des Bois, c'est l'idée ce qui est au centre du truc, c'est vraiment l'idée de la redistribution des richesses. Et Robin des Bois, il est cité et nommé dans tout ce qui est contestation sociale, dans les manifestations. Il y a notamment toute une section du film de François Ruffin, Merci Patron, où il parle justement, il inculque à ses enfants, il leur explique pourquoi il va manifester, etc., en leur montrant en fait le livre adapté du dessin animé Disney. Donc il essaye de leur expliquer cette idée de redistribution des richesses. C'est vraiment cette idée-là qui va être celle associée à Robin des Bois, plutôt que l'idée de révolution complète. Robin, comme je l'ai dit, c'est vraiment une figure de contestation, mais locale, c'est vraiment à petite échelle. Il n'a jamais eu la prétention finalement d'aller à Londres et de renverser le roi. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de protéger les gens du comté, enfin les paysans, les yeomen. C'était vraiment, c'est plus local. Tandis que Guy Fawkes, c'est quand même pour le coup une idée très révolutionnaire de faire exploser le Parlement en pleine assemblée avec le roi à l'intérieur. On a quand même quelque chose qui est vraiment très radical pour le coup. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence aussi? Parce que Guy Fawkes, c'est plutôt individuel, on va dire. On voit plutôt un personnage, c'est moins un mouvement. Alors que finalement, Robin des Bois, il est plutôt associé finalement à une communauté aussi. Donc c'est vrai que cette impression aussi de les gens s'unissent en communauté, et ça peut amener à un mouvement plus national ou international, aurait pu aussi être peut-être plus pertinent. Oui, aussi, oui, je pense. Merci. D'autres questions? Oui, concernant cette évolution de la figure de Robin des Bois et de sa récupération politique, donc vous avez parlé de la diffusion par le cinéma. Est-ce que dans le cinéma, on peut retracer cette évolution? Parce que vous avez parlé surtout de sa récupération dans des discours. Et est-ce que les films peuvent montrer une certaine évolution? Complètement, ouais. En fait, comme j'ai dit, c'est vrai que l'histoire qui est toujours plus ou moins adaptée de Robin des Bois, c'est celle d'Anthony Munday. Donc c'est déjà le conte de Locksley.
Donc on part déjà de cette idée-là que dans les adaptations cinématographiques, quelles qu'elles soient, c'est toujours Robin le noble. Mais on continue d'avoir une évolution, notamment dans la dernière adaptation cinématographique de Robin des Bois, qui est celle de Ridley Scott, qui est très très mauvaise, mais enfin, on va déblatérer là-dessus. Mais en fait, l'idée, c'est que Ridley Scott nous montre un Robin des Bois à cheval. Donc pour un médiéviste, Robin des Bois à cheval, fonçant sur un champ de bataille, c'est un chevalier. Et Robin des Bois n'est absolument pas un chevalier. Donc on a une continuation en fait de l'évolution hiérarchique de Robin, parce que d'un seul coup, on nous le met en chevalier, il est là à cheval. Alors Robin est un yeoman, et la classe militaire même à laquelle il appartient, c'est une classe d'archers à pied. Donc voir Robin des Bois chargé sur un champ de bataille avec une épée à la main, à cheval, c'est vrai qu'on a cette évolution qui continue un peu. Est-ce que vous êtes d'accord pour la version 39 avec Errol Flynn, celle qui a été produite par Warner? Ouais. À l'époque, on a considéré que le film-là s'intégrait vraiment dans son époque par rapport à l'appel, enfin, par rapport au fait que les Américains ne voulaient pas entrer en guerre. Et c'est vrai que la scène finale, je pense à la scène finale où Richard Cœur de Lion arrive et il lui reproche d'une manière un petit peu indirecte de n'avoir pas su prendre les bons choix et de n'avoir pas su attaquer les personnes qu'il fallait. C'est-à-dire, est-ce que cette lecture qu'a eu la Warner, est-ce qu'elle en retrouve dans les autres versions selon vous? C'est-à-dire, est-ce qu'à chaque fois, il y a vraiment une adaptation par rapport à son époque? Moi, je pense aussi à la version avec Kevin Costner, où d'une certaine manière, ça annonçait indirectement l'arrivée au pouvoir de nouveau d'un démocrate, qui était Clinton. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on retrouve comme ça et je me demande si la version qui va sortir dans un mois, ne va pas être une version un petit peu anti-Trump, enfin voilà quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on va avoir des grandes périodes où Robin des Bois va revenir au cinéma, il va représenter quelque chose. L'exemple le plus frappant, donc vous avez mentionné celui avec Errol Flynn, qui est parlant. Il y en a un autre que peu de gens connaissent, qui est un Robin des Bois avec Sean Connery, qui date des années du Vietnam. Richard Lester, oui, de Richard Voilà, Lester. Le film de Richard Lester, donc, qui est un film que je vous recommande sincèrement, qui est très très sombre par contre. C'est l'après Robin des Bois en fait. Robin rentre de croisade. D'habitude, on a toujours cette image, même avec Kevin Costner, c'est Robin qui rentre de croisade, etc. Mais là, avec Sean Connery, c'est un Robin des Bois qui est complètement traumatisé. Donc c'est à l'époque du Vietnam, c'est un soldat qui rentre de la guerre, il souffre de syndrome post-traumatique, il est traumatisé. Il veut simplement retourner dans la forêt, retrouver Marianne, sauf que Marianne est entrée au couvent, donc il arrive à la retrouver, elle revient avec lui. C'est un Sean Connery déjà assez âgé, donc il est marqué par le temps. Et quand il retourne dans la forêt, il y a notamment une phase de dialogue où Robin des Bois explique les crimes de guerre qu'il a dû commettre sur les populations musulmanes pour le roi. Et notamment le massacre de femmes et d'enfants qu'ils ont éventrés pour vérifier s'ils n'avaient pas avalé leurs richesses. Et il raconte ça en étant évidemment complètement traumatisé et terrifié par ce qu'il a dû faire. Et quand Marianne lui demande « Pourquoi t'as pas arrêté? Pourquoi t'as pas refusé d'obéir ?» Et il lui répond choqué « He was my king. » C'était mon roi. Il a obéi aux ordres. Donc on a un Robin des Bois qui est complètement ancré dans sa période historique, qui est les années 60-70, qui est vraiment l'époque du Vietnam, où on a les soldats qui commencent à revenir complètement détruits. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Richard Lester les tue tous les deux, et Marianne, Exactement. et Robin des Bois. Ça ne peut pas bien finir, en fait. J'ai une question par rapport, vous disiez tout à l'heure que le mythe de Robin des Bois, dans sa façon épurée, s'adressait principalement aux enfants. Est-ce que vous pensez que cette segmentation par l'âge est très évidente, ou qu'elle tend justement à se niveler aujourd'hui, et que ce mythe politico-économique épuré dont vous parliez, il parle tout aussi bien à l'adulte qu'à l'enfant? Je pense que oui. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je le mentionne en fait dans l'introduction du livre, dans le sens où je dis que si j'ai fait l'expérience, si on demande à plusieurs générations, les dernières générations, quelle est votre première rencontre avec Robin des Bois, c'est le dessin animé de Walt Disney. Pourquoi? Parce que les studios Disney, à ce moment-là, ont réussi à faire quelque chose ça faisait très longtemps qu'entre les films d'Errol Flynn, etc., on était un peu coincé sur Robin des Bois. Plus aucun studio n'arrivait
à produire une nouvelle itération suffisamment forte pour marquer son empreinte. Or, Disney arrive et va déjà sur le terrain de la fable animalière en transformant tout le monde en animaux, et fait de Robin des Bois une adaptation assez standard de l'histoire, mais il en fait quelque chose qui parle aux enfants. Et c'est de là que ça a commencé vraiment à un peu évoluer vers cette tranche d'âge enfantine, parce qu'avant, c'était pas forcément... Ça parlait un peu à tout le monde, quoi. C'est vrai qu'il y avait les romans, etc. On n'est pas obligé... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à moins imaginer les enfants d'un certain âge en train de lire. Le fait est qu'avant l'arrivée de la télévision, d'Internet, etc., l'Ivanhoé de Walter Scott a aussi été permis d'introduire le personnage, notamment des idées comme le concours de tir à l'arc, la flèche dans la flèche d'or en récompense, etc. Ça nous vient aussi de Walter Scott. Enfin, il y a plein de choses qui ont été présentées aux enfants par les romans avant. Alexandre Dumas en France nous a adapté en 2 romans, Robin des Bois aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui ont parlé aux enfants de cette façon-là. Mais le côté plus ciblé nous vient de l'époque Disney. Après Disney, on a vraiment cette... C'est même plus une remarque qu'une question. Est-ce que vous parlez de l'évolution de Robin des Bois dans la société occidentale? Et nous, là, on est des spécialistes de l'Union soviétique. Mmh. Et justement, là, ça prend un tournant encore différent, puisque on aurait pu s'attendre à ce que Robin des Bois, reflétant cette lutte des classes, etc., devienne un héros national, mais le fait est qu'il ne l'était pas. Et il était confiné au statut de conte pour enfants, voilà. Donc il était latent, mais alors comment peut-on expliquer ça? C'était un cas parfait de récupération politique, mais est-ce que c'est son potentiel frondeur qui empêchait d'en faire vraiment un instrument de propagande, en fait? Il était parfait pour ça, mais... Donc hors du Royaume-Uni, en Union soviétique, voilà. C'est ça, ouais. Disons que c'est aussi difficile pour d'autres sociétés de hisser au rang de héros national un peu Robin des Bois, dans le sens où il est fondamentalement anglais. Et il l'est à la base dans un contexte local, mais c'est vrai que depuis Walter Scott, c'est un héros national. Donc, on a cette idée quand même de préservation de la nation anglaise. Et on a tous cette image, on est tous déformés par cette image de Richard Cœur des Lions rentrant de croisade, etc. Donc, il y a une espèce... On est plus sur du domaine du médiévalisme, en fait, que du médiéval pur. C'est une conception de l'histoire de l'Angleterre médiévale qui est faussée, finalement. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est assez difficile. Il arrive dans certaines luttes, voilà, on y fait référence, on l'invoque, hors du Royaume-Uni, mais de là, le hisser au rang vraiment de... Par exemple, Spartacus l'a été. Oui. Oui. C'est vrai que Robin des Bois a été... il était peut-être plus modelable à l'époque où ces récits étaient transmis oralement, je pense. À partir du moment où il a commencé à être fixé, Spartacus, il y a des adaptations, il y a des écrits, etc., mais ça reste quelque chose de peu intangible. On n'a pas vraiment on peut pas le saisir vraiment. Tandis que Robin des Bois, on peut dire, il y a un texte, il y a ceci, il y a cela, et il est beaucoup plus confiné maintenant, défini, le cadre est plus rigide. C'est très difficile. On le voit, il n'y a plus aucune adaptation cinématographique qui nous présente Robin des Bois autrement que comme Manday l'a composé. On n'arrive plus à revenir avant ça. Donc le mythe a été fortement encadré, quoi. Je pense que ça explique ça. Merci beaucoup.